Je suis Tyler McCann, directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais reconnaître que je vous joins de l'ouest du Québec, le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Aujourd'hui, nous discuterions les relations intergouvernementales et nous reconnaître que les relations avec les Premières Nations sont des relations qui ont besoin d'une réflexion plus profonde aussi. Nous sommes ravis d'organiser ce webinaire aujourd'hui basé sur les travaux réalisés par Grace Cox-Gadd, qui est boursière distinguée de l'ICPA. En 2021, l'ICPA a lancé son programme de bourse de recherche afin de se concentrer sur la recherche dans les domaines de la durabilité environnementale, l'innovation et la santé animale, le commerce et l'eau. Le docteur Cox-Gadd a fait ses recherches sur le sujet des relations fédérales, provinciales, territoriales. La plupart est fondée sur l'agronomie ou l'économie, mais Grace a étudié comment améliorer la durabilité et en plus, est-ce que nous avons les politiques et les approches en place pour avoir des résultats significatifs aujourd'hui? Notre webinaire est basé sur la recherche de Grace, sur la recherche récemment publiée par Nicolas sur l'eau dans l'agriculture canadienne. Avant de rentrer dans le rapport et la discussion d'aujourd'hui, je voudrais remercier particulièrement le soutien de la Fondation RBC. Ce travail est soutenu en partie par l'initiative Techno-Nature RBC et l'initiative Avant-Garde dans les solutions durables de l'ICPA. L'ICPA ne peut remplir sa mission sans du soutien comme celui de RBC. Nous valorisons beaucoup nos partenaires qui rendent notre travail possible. Veuillez me contacter, moi, ou contacter Brie, notre directrice des partenariats et du développement commercial, pour discuter de la possibilité de devenir un partenaire de l'ICPA. RBC a récemment lancé une campagne pour voir comment le Canada peut être à la tête de la prochaine révolution verte. Maintenant, je vais passer le micro à Gwen Paddock, directrice de la durabilité du climat agriculture à RBC. Banque Royale pour démarrer le dialogue d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Tyler. Quel plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. RBC est ravi de pouvoir soutenir l'initiative à l'avant-garde des solutions durables de l'ICPA. Techno-Nature RBC est un engagement d'1 milliard de dollars par la Fondation RBC pour des technologies et des partenariats axés à répondre aux défis environnementaux. Nous travaillons avec des partenaires pour développer les compétences et résoudre des défis pressants en agriculture. Techno-Nature RBC, notre façon de développer notre stratégie qui inclut 4 priorités clés. Aider les clients à mesure qu'ils s'en vont à zéro carbone et faire avancer le leadership net zéro. Et en plus de l'ICPA, nous soutenons plus de 115 partenaires caritatifs en collaboration en voulant aborder quelques-uns des besoins les plus pressants de la planète. Si vous êtes impliqué à un organisme à but caritatif et vous voulez faire la différence et vous travaillez à un projet qui tombe sous l'un de nos 3 domaines clés, données, écosystème d'innovation et système d'action, veuillez soumettre une demande à Techno-Nature RBC pour le financement. Les demandes de 2024 vont s'ouvrir en automne de 2023. Visitez le site web de Techno-Nature RBC pour davantage de détails. En ce qui concerne le webinaire d'aujourd'hui, le principe de l'équipe, c'est très bon comme appel à l'action. Le trajet du Canada vers le net zéro sera quelque chose de complexe et c'est un trajet que personne ne peut faire tout seul. Il nous faut parler davantage de la collaboration, des partenariats transsectoriels et des partenariats. Il faut gérer de cette façon-là les défis du changement climatique. J'attends avec impatience d'entendre la table ronde sur ce sujet. Tyler, je te rends le micro.
Merci Gwen, et nous attendons avec impatience de voir ce qui va se passer avec la révolution verte de RBC. Et le Fonds Techno-Nature a rendu notre cohorte de boursiers distingués possible. Alors veuillez nous rejoindre bientôt à parler de l'intersection entre le commerce et la durabilité dans quelques mois. Merci encore une fois à la Fondation RBC pour son soutien à cette importante initiative. Maintenant, nous allons passer à la présentation de notre boursière distinguée Grace Skogstad, qui donnera un aperçu de ses recherches et de son récent article pour ouvrir la voie à la discussion. Et nous passerons ensuite à l'ensemble du panel un par un, puis à une discussion ouverte où vous aurez, le public, l'occasion de poser des questions. Veuillez utiliser le paramètre de questions et réponses dans vos écrans pour soumettre des questions. Le docteur Skogstad est professeur de sciences politiques à l'Université de Toronto. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de la Colombie-Britannique et une licence et une maîtrise en Sciences Po de l'Université de l'Alberta. Ses recherches portent sur la manière dont les intérêts organisés dans le secteur agroalimentaire interagissent avec les compétences partagées des gouvernements fédéraux et provinciaux du Canada. Elle a écrit sur les politiques de la politique agricole commune de l'Union européenne ainsi que sur les politiques comparées du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne concernant les plantes génétiquement modifiées et les carburants renouvelables. Grace, je te passe le micro. Merci beaucoup, Tyler. Bon matin à tout le monde. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais commencer par parler du fait qu'il nous faut rappeler de la description de l'OCDE et les défis de l'agriculture. L'OCDE dit d'abord, il faut fournir des aliments adéquats, abordables par la population croissante. Deuxièmement, fournir des moyens de subsistance. Et troisièmement, augmenter la durabilité et la contribution à la lutte contre le changement climatique. Il faut trouver des équilibres pour ce qui se passe en agriculture, ce qui est apparent pour les organismes internationaux, mais aussi les gouvernements locaux, y compris ceux du Canada. C'est apparent aussi que les gouvernements ont un rôle important à jouer pour arriver à l'équilibre, puisque les avantages vont bien au-delà de ce qui se passe au Canada et à l'étranger en ce qui concerne la production alimentaire. Mes commentaires ont à voir avec les gouvernements canadiens et provinciaux en ce qui concerne les relations complexes entre l'agriculture et la sécurité, le bien-être et la durabilité environnementale. Tout ceci a à voir avec contribuer au problème du changement climatique et la durabilité environnementale en ce qui concerne les différentes pratiques. Deuxièmement, l'agriculture est une victime du changement climatique puisque les moyens de subsistance des agriculteurs sont en danger à cause de l'intensité des orages, des inondations, etc. Et troisièmement, l'agriculture est une partie potentielle de la solution au changement climatique et la durabilité environnementale et la possibilité de réduire les GES. Les efforts sont en cours au Canada pour aborder les défis et développer une stratégie agricole durable et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Prochaine diapo, Élise, je te prie. Merci. Comme vous le savez déjà, le gouvernement du Canada a développé un document en 2022 et avec les objectifs de faire avancer l'engagement international du Canada pour atteindre les émissions GES net zéro d'ici le 2050, développer des initiatives de durabilité agricole pour soutenir de meilleurs résultats environnementaux et climatiques et que l'on pourrait inclure des cibles pour mesurer le progrès concernant les normes volontaires et mandatées de rendement en ce qui concerne la santé du sol, l'eau, la biodiversité, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation climatique. Prochaine diapo, je vous prie.
Le document de décembre de 2022 parle aussi d'un processus pour développer une stratégie agricole et le processus implique des consultations avec des groupes agricoles du Canada et le document indique aussi qu'on aura des engagements des provinces et des territoires pour voir comment mieux travailler de façon collaborative pour développer la stratégie. Et comme vous savez, les gouvernements FPT ont signé un accord de partenariat et le processus est quelque chose de quoi je vais parler plus tard. Prochaine diapo, je vous prie. Malgré ce qui se passe en ce moment, on a des défis en ce qui concerne une stratégie agricole durable au Canada. D'abord, on a des incitatifs faibles pour les producteurs dus aux compromis prospectifs relatifs au coût et au rendement de production. Deuxièmement, des approches efficaces qui sont nécessaires pour individualiser les conditions, s'individualiser aux conditions climatiques et agronomiques diverses. Et troisièmement, est-ce qu'on a la volonté et la capacité au niveau FPT pour travailler les uns avec les autres et avec le secteur agricole pour trouver des approches individualisées avec des politiques flexibles qui sont considérées nécessaires. Aujourd'hui, je veux m'axer sur le défi FPT, c'est-à-dire comment travailler ensemble à une stratégie agricole durable. Et comme on le sait, les gouvernements FPT partagent l'administration de l'agriculture. Et cette réalité donne beaucoup d'autorité pour prendre des décisions politiques différentes. Et on peut aussi avoir des décisions séparées au niveau environnemental. À cause de cette situation juridictionnelle, le cas est que les gouvernements FPT ont fréquemment des incitatifs pour de l'action indépendante parce que, entre autres, ils ont de différentes priorités en matière de politique, mais on reconnaît aussi qu'ils ont aussi des incitatifs pour la collaboration. Parfois, ce fut nécessaire de mettre des ressources en commun et c'est nécessaire de regrouper les ressources fiscales et de réglementation pour combler des brèches en matière de politique et aussi pour travailler à l'incohérence et l'inéquité en matière de politique des producteurs canadiens à partir d'actions gouvernementales indépendantes. Quand on regarde l'agriculture, il faut comprendre qu'on voit un historique passé de collaboration FPT considérable quand il s'agit de sécurité agricole, la résolution de différends, par exemple. Il faut souligner vraiment parce que Douglas Headley l'a souligné dans son rôle en tant que sous-ministre adjoint à AAC, que l'on a des normes qui se sont développées à partir d'un processus très prolongé qui a nécessité beaucoup de confiance dans les relations FPT entre les ministres et les fonctionnaires supérieurs. Que voyons-nous à date? Prochaine diapo, je vous prie. C'est que si on regarde les politiques agroalimentaires existantes, on voit des exemples d'FPT qui agissent de façon séparée. Alors, par exemple, le gouvernement du Canada a mis en œuvre les solutions agricoles pour le climat laboratoire vivant, aussi le programme des technologies propres en agriculture et les provinces ont agi de façon séparée aussi. Quelques exemples, le Québec a agi pour une agriculture durable, la Colombie-Britannique a sa stratégie pluriannuelle axée sur les pratiques agricoles régénératives et la technologie et a aussi une feuille de route Clean BC. Et si on revient à 1993, on peut revenir au plan agro-environnementaux de l'Ontario et ceci a été distribué depuis le 2003 en vertu du cadre stratégique pour l'agriculture. Donc, on agit de façon indépendante quand il s'agit de politique agro-environnementale, par exemple. Mais en même temps, on a des preuves de politique collaborative FPT. Un exemple est
le cadre stratégique pour l'agriculture de 2021 à 2028, 2023 plutôt à 2028, et les FPT ont accordé des dépenses pour de différents programmes du secteur agricole et ils ont été d'accord quand il s'agit du changement climatique et de protection environnementale. Tout d'abord, du fait que attaquer le changement climatique et la protection environnementale pour soutenir les réductions d'émissions GES et la vitalité du secteur à long terme est quelque chose de prioritaire. Ils ont accordé en principe à avoir une cible de réduction d'émissions GES pour l'agriculture de 3 à 5 mégatonnes de CO2 par an. Ils sont aussi un programme de paysage agricole résilient et cela sera administré par les PT. Et on a aussi des plans de partage des agriculteurs par rapport aux coûts en ce qui concerne l'adoption de pratiques de gestion avantageuses. Mais malgré la collaboration, on est tous et toutes conscients aussi de frictions quand il s'agit de mesures agro-environnementales. Deux exemples, tout d'abord, sont la loi du gouvernement fédéral sur la tarification de la pollution causée par les GES, et nous savons que l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario n'ont pas réussi dans leur contestation constitutionnelle. Et le gouvernement du Canada a aussi une promesse de réduction du méthane, qui est aussi une source de friction. Le gouvernement du Canada s'est engagé à une réduction de 30% des émissions d'engrais synthétiques d'ici 2030, ce qui est aussi très problématique pour l'Alberta et la Saskatchewan en ce qui concerne la réduction de ces cibles. Et Madame la ministre de l'AAC a souligné que la cible est volontaire. Maintenant, si on pense à où s'en trouve l'agriculture en ce moment, ceci est mon meilleur calcul. L'agriculture canadienne est en ce moment exemptée d'une tarification du carbone et c'est un instrument qui est très important pour atteindre le net zéro d'ici le 2050. L'utilisation de diesel et d'essence est exemptée de la tarification de carbone du gouvernement du Canada et le système commercial des émissions du Québec n'inclut pas d'émissions non CO2 pour l'agriculture. Maintenant, on a plusieurs approches pour aider à faire avancer les enjeux desquels nous parlons. Il faut des normes de rendement, il faut interdire des pratiques agricoles spécifiques. Donc, c'est important de considérer ce qui est possible pour la collaboration FPT, pour les normes environnementales. Et je pense que le cas est que le gouvernement du Canada peut établir des cibles obligatoires, mais il faudrait se baser sur les gouvernements FPT pour les mettre en œuvre et les appliquer. Donc, la question se pose, comment faire que tous les gouvernements soient ensemble pour le faire. Maintenant, si on regarde le cadre stratégique pour l'agriculture, on pourrait avoir une base de collaboration. D'abord, le partage de coûts FPT 60-40 où le gouvernement fédéral à plus de 50% du coût. Et deuxièmement, développer un accord FPT pour une flexibilité PT quand il s'agit de programmes spécifiques. On peut aussi penser à deux autres conditions qui pourraient aider la collaboration. D'abord, donner aux provinces et aux territoires un rôle quand on établit des normes et des cibles. Et l'autre condition que je pense serait utile est que si jamais
les normes de rendement environnemental deviennent importantes pour l'accès international et la compétitivité des produits agroalimentaires canadiens, il faudrait collaborer à l'augmentation. Donc, si on veut des résultats significatifs du point de vue d'une stratégie agricole durable, il faut travailler tous les gouvernements ensemble. Il faut penser à comment mettre en commun toutes les ressources. Le gouvernement fédéral a des ressources importantes, de la recherche, des analyses, à voir aussi avec les aspects internationaux de l'agriculture canadienne. Et les gouvernements pétés ont aussi des ressources et des réseaux importables qui sont plus axés sur la mise en œuvre à la ferme. Maintenant, les cibles de réduction GES sont importantes quand il s'agit du commerce international. L'ancien négociateur a dit qu'il faut être plus ambitieux côté changement climatique et que le Canada doit prouver son ambition. Et je pense que c'est un domaine où le Canada peut diriger les choses avec les provinces et territoires qui ont indiqué leur soutien, au moins en principe, par rapport à la réduction des GES de 3 à 5 MT par an. Donc, je suis optimiste. J'aime penser aux choses comme étant possibles. Je suis optimiste. Et donc, les normes institutionnelles collaboratives développées le long des décennies en agriculture vont aider les gouvernements à déployer leur autorité juridictionnelle et à attaquer ce que je pense la plupart des gens voient comme une crise existentielle de nos temps. Merci. Merci, Grace. J'attends avec impatience de t'apporter de retour. Mais maintenant, nous allons passer à des questions pour nos panélistes. Je vais commencer avec Harvey Sasaki, qui est président de Harvey Sasaki Incorporated. Il a été président de l'Office de commercialisation du poulet de la Colombie-Britannique de décembre 2018 à décembre 2022. Et avant sa nomination à l'Office du poulet, il a travaillé avec un large éventail de clients de l'industrie et du gouvernement. Il travaille, ça fait plus de 30 ans, dans diverses fonctions au sein du ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique. Et en fait, il a terminé là sa carrière dans la fonction publique en novembre de 2010 en tant que sous-ministre adjoint. Harvey Grace a souligné quelques-uns des défis qui existent dans ce domaine. Et il est clair que l'une des choses importantes en ce qui concerne la durabilité au Canada, c'est les différences dans les différents secteurs et les régions du Canada. Tu as passé ta carrière en Colombie-Britannique au sein du gouvernement et tu as ensuite travaillé dans le secteur de la volaille, des postes qui nécessitaient un travail important avec des partenaires dans tout le pays et au sein du gouvernement fédéral ou d'associations nationales. Je voudrais que tu me parles de ce qui est spécial et comment les choses se développent quand des partenaires d'à travers le pays travaillent ensemble. Et après cela, si tu pourrais nous dire comment tu vois ce qui se passe avec les différentes régionales. Qu'est-ce qui permet aux provinces de travailler ensemble et quel est le rôle du gouvernement fédéral pour trouver des solutions à l'échelle nationale? Merci, Tyler. Eh bien, quelle liste de questions alors? Mais je pense que tout est pertinent et je pense que Grace a mentionné beaucoup de ces choses-là dans son article et a souligné surtout le fait que les différences régionales existent. Comme tu l'as indiqué, la Colombie-Britannique est très différente du point de vue de son paysage agricole. Quand on le compare aux prairies, on a des fermes beaucoup plus petites. Et donc, les exigences sur la ministre et le ministère d'Agriculture en Colombie-Britannique sont très différents du point de vue de devoir équilibrer les intérêts de beaucoup de secteurs de produits de base, la prédominance des graines, des oléagineux, par exemple. Il existe d'autres produits de base produits dans ces provinces aussi. Mais du point de vue de choses qui propulsent une réponse, je pense
que les accords FPT, le cadre de politique agricole a été essentiel pour créer le dialogue dans des choses qui ne sont pas seulement la gestion de risques des entreprises. On a mentionné mes antécédents. J'ai travaillé beaucoup dans le côté de la gestion et ceci a rendu les choses plus faciles parce que c'était au sein de l'agriculture encore. Mais c'était difficile encore à cause des différences régionales. Nous, par exemple, dans la Colombie-Britannique, voulions donner des assurances pour des fermes de 10 acres de fraises par opposition à des milliers d'acres de production de grains dans les prairies. Alors, comment trouver un équilibre du point de vue des politiques propulsées par la gestion des risques? On a trouvé une façon de le faire et de le gérer pour fournir cette ligne de soutien pour les producteurs, c'est-à-dire. Mais maintes fois, on a des forces externes qui propulsent les réactions et donc, généralement, c'est un incident, comme Grace l'a indiqué. Par exemple, Walkerton fut l'un des incidents où ce fut quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer que cela se passerait jamais, mais cela a eu lieu et a nécessité une réponse et un changement dans les pratiques. Ceci a mené à la planification du plan environnemental qui a été adopté par les provinces. De manière similaire, on a eu le premier cas de grippe aviaire dans une ferme en Colombie-Britannique en 2004 qui a mené à des changements côté biosécurité. Nous avons développé des normes de biosécurité obligatoires et au bout du fil, on est arrivé partout dans le Canada avec cela et c'est adopté maintenant au national dans les secteurs de la volaille et des œufs. Donc, encore une fois, le gouvernement fédéral joue un rôle très important du point de vue d'habiliter des situations individuelles comme celle que j'ai énoncée, de devenir nationale en facilitant les choses à travers les accords FPT et permettant aux provinces d'adopter des programmes et des initiatives pour gérer ce genre de problème. Mais vous savez, ils établissent aussi la barre du point de vue de ce que sont les objectifs fédéraux. Donc, il faut être en conformité avec cela afin de recevoir le genre d'incitatifs financiers desquels nous parlons. Et ils ont été ouverts pendant la décennie où j'ai travaillé dans le dossier FPT en Colombie-Britannique. On a eu une flexibilité extrême accordée par le gouvernement fédéral. Du point de vue du côté durabilité, ça fait longtemps que je suis là, j'ai des cheveux gris déjà et je peux dire que dans les années 90, le gouvernement fédéral avait développé un partage de coûts dans une initiative FPT. Ce fut l'une des premières fois où l'on a partagé les coûts. Mais l'une des choses, là, encore une fois, pour illustrer la flexibilité, a été en partie d'aborder l'érosion des prairies. Mais pour la Colombie-Britannique, on a terminé par adopter les choses pour la région de Peace River. Et l'une des choses a été d'engager l'industrie dans l'identification du problème et des solutions et comment ils voulaient faciliter l'adoption en utilisant les fonds conjoints FPT. Et nous avons établi
des groupes d'industrie, on en avait 6 en Colombie-Britannique, abordés de différents domaines, la conservation du sol, on a eu à voir avec l'industrie de la volaille, on a eu à voir avec l'industrie de l'érosion du sol, l'industrie des produits laitiers, l'industrie du porc. Et tout cela fut quelque chose de très important propulsé par les producteurs. Donc, on avait la province qui a fourni le soutien technique. Donc, le personnel professionnel était des conseillers au conseil d'administration et ils pouvaient embaucher leurs propres travailleurs pour aller et faciliter l'adoption de mettre en place les technologies qui étaient adéquates pour ce temps-là. Et on dit que le résultat de cela fut qu'on a eu de très bons résultats du point de vue de convertir la région de Peace River à des opérations de minimum zéro. Ils ont vraiment réussi du point de vue de l'adoption précoce. On a eu aussi à voir avec les enjeux de gestion en ce qui concerne la vallée Fraser, où l'on a une concentration élevée de volailles et d'œufs. C'était beaucoup plus grand à l'époque. Et donc, je pense que voici le genre de choses qui peuvent aider, mais du point de vue de l'un des défis que je vois au sein du domaine FPT en ce qui concerne le climat ou l'environnement et le fait qu'on a d'autres agences environnementales qui doivent être impliquées et ont des autorités de réglementation. Donc, comment les impliquer? À quel niveau? Qui sont les personnes adéquates qui pourraient permettre que les choses aillent de l'avant afin qu'on n'ait pas une approche de marteau? Bien, je suis intéressée de nouveau à la différence entre des enjeux comme les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux. On a une longue historique de travail ensemble, effectivement, et tout l'enjeu de la durabilité. Qu'est-ce qui rend la durabilité différente? Qu'est-ce que ça change d'avoir un partenaire à la table quand on parle de ces départements? Comment est-ce que ça fait une différence par rapport aux enjeux typiques des ministères et départements d'agriculture? Oui, comme Grace l'a mentionné, Douglas Headley, j'étais avec lui plusieurs fois, siégeais à des tables, et comme je l'ai dit plus tôt, la gestion du risque, c'est venu notamment avec des accords commerciaux, on s'en souvient, ce qui avait précédé, donc, l'imposition de limites, l'organisation avec l'Organisation mondiale du commerce, tout ça avec les agriculteurs, ça a donné une lancée pour que les gouvernements et les divers paliers répondent parce qu'ils devaient collaborer pour faire face à l'expérience de crise. Donc, j'utilise ça à titre d'exemple, tout simplement, par rapport à ce qui venait alimenter ce changement et cette collaboration aux tables provinciales et fédérales et territoriales. Il y a beaucoup d'autres intervenants du milieu qui sont là, qui ont des intérêts envers les cibles que nous avons établies. Et je pense qu'il faut interagir avec les acteurs du milieu d'une manière significative pour dire voici notre point de vue, voici notre approche. Si on n'est pas en contact avec les agences environnementales très tôt pour alimenter et mettre en place un dialogue, le risque
c'est que ce genre de choses deviennent imposées parce qu'il y a des autorités de réglementation qui peuvent imposer et on ne veut pas voir ça du côté de l'agriculture parce que ça vient avec une énorme charge et on ne veut pas, bien sûr, mettre en jeu l'économie, la viabilité économique du secteur. Donc, de nouveau, je pense que l'idée, c'est de trouver des exemples où on peut converger par rapport aux provinces. Peut-être que c'est pas aussi simple que ce qu'on a fait avec Walkerton, mais il y a des initiatives précises qui viennent combattre l'aspect émissions de gaz à effet de serre. Donc, on peut utiliser ces initiatives et bâtir là-dessus. Parce que, de nouveau, comme Grace l'a cité, il n'y a pas une approche à taille unique qui soit possible. Il faut trouver plusieurs solutions qui contribuent toutes à notre objectif partagé. Donc, on peut commencer avec cela pour voir quels sont ces objectifs pour que les agences environnementales puissent être d'accord et emboîter le pas. Et à ce moment-là, on pourra opérer à l'intérieur du même cadre. Harvey, juste avant de parler à Dan, vous avez parlé du fait que le secteur est proactif. Est-ce que vous croyez qu'on vient à la table avec un plan proactif à ce point? Bon, je ne veux pas marcher sur les pieds de qui que ce soit, mais je pense que oui, notre secteur s'implique de diverses manières. Il reste néanmoins que je pense que les gouvernements peuvent faire davantage pour faciliter les choses à l'avenir. C'est pour ça que j'ai cité les accords pour la conservation des sols. Ça nous vient des années 90 et ça a été une base pour établir notre mode de fonctionnement. L'idée est de faire progresser nos programmes environnementaux. C'est critique, je pense, pour l'avenir. J'aimerais bien entendre Keith là-dessus. J'aimerais bien savoir ce qu'il a à dire par rapport à ça. Et ici, l'idée est de bien définir le problème, concevoir des solutions et gérer le programme pour que ça aille vers un groupe en particulier et ait les effets que l'on souhaite. Excellent, merci Harvey. On va passer à notre prochain panéliste, Dan Lucier. Il est fondateur de l'initiative en matière de données avec AgriFood Canada. Il a travaillé à titre de chercheur avec l'Université de la Colombie-Britannique. Il a un diplôme en génie mécanique et en sciences du génie, un doctorat de l'Université d'Oxford. Vous et moi avons été membres du personnel politique, conseillant les ministères fédéraux et les ministres fédéraux de l'Agriculture, mais vous êtes venu à Agriculture Canada avec une perspective extérieure. Donc, que pouvez-vous dire? Qu'est-ce qui est différent dans la dynamique FPT de l'agriculture, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas par rapport à d'autres situations? Oui, merci Tyler. Je pense que c'est vraiment une conversation très importante par rapport aux réalités FPT, fédérales, provinciales, territoriales. Lorsqu'on fait face à des questions importantes, que ce soit avec des accords commerciaux, l'environnement, tout ça, il faut que ça fasse partie du processus. Donc oui, je pense que c'est une belle opportunité pour tenir cette conversation. Selon mon expérience, comme vous l'avez dit, moi, j'ai un arrière-plan plutôt en génie. J'ai commencé à travailler pour le ministre McCauley en 2017 seulement. Donc,
je trouve que c'est bien de savoir pourquoi est-ce qu'on a le système qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui a mené là et qu'est-ce qui a mené à la création des mécanismes qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Pour ma part, je suis venue au cabinet du ministre alors que, bon, les ententes étaient là, les programmes étaient en conception. Donc, c'était un moment intéressant pour en apprendre plus sur la structure des politiques et aussi, par la suite, comment est-ce que le secteur fonctionne, le cadre stratégique. Et auparavant, je travaillais en fabrication. Et donc, d'un point de vue fédéral, je pense que ça, c'est une chose, mais c'est aussi intéressant par rapport au fait d'interagir avec du personnel qui vient d'autres ministères. Leur point de vue est très différent. Selon mes réflexions, il y a une chose qu'on devrait remarquer. Il y a vraiment un point de convergence. On a des ministres FPT qui doivent assurer l'intendance de l'industrie. Ça ne veut pas dire que tout est là pour contribuer à la conversation, mais il s'agit quand même d'un point de convergence. Je pense qu'il faut reconnaître cela. C'est un carrefour, même si, oui, il faut interagir avec d'autres acteurs au-delà des ministères de l'Agriculture. Un autre point bien important, à mon sens, c'est la valeur d'un plan quinquennal. On a un système quinquennal. Ça nous permet d'avoir une certaine structure et stabilité. Et surtout quand on parle d'enjeux vraiment particuliers, je pense que le programme de gestion du risque d'entreprise, ça nous aide sur 5 ans à voir ce qui s'en vient. Ce n'est pas que d'autres ministères n'ont pas cela, mais c'est qu'il y a vraiment une valeur à cela. Ça nous permet de mieux gérer les choses avec cette cadence. C'est quelque chose qu'on observe davantage à d'autres tables FPT. Un autre élément, c'est qu'il y a des relations personnelles qui s'élaborent. Je l'ai observé moi-même du point de vue du ministre. Il y a beaucoup de rencontres qui durent longtemps et ça peut être vraiment bien. Il y a certainement une mémoire qui s'installe sur des tables et donc les relations interpersonnelles sont importantes, surtout pour gérer les désaccords et les traversées. Donc ça fait partie de l'équation, ça fait partie de ce que ça veut dire de trouver des solutions. Donc ce n'est pas toujours serein et calme, mais cette structure nous donne des avantages. Nous en sommes à une phase où le cadre stratégique n'est pas tout. Il faut aussi des oui et. Lorsque j'ai vu le cadre lui-même, oui, j'ai vu des caractéristiques provinciales, par exemple, et parfois, il y a des innovations qui sont très intéressantes. Une province décide de dire, OK, non, nous, on va faire une refonte parce que nos agriculteurs préfèrent un programme plus simple, plus uniforme par rapport à ce qu'on a fait dans le passé, et on le fait. Et ça, c'est une force du système. Il y a de la marge de manœuvre, mais aussi une capacité à être coordonné. Je pense qu'on veut voir le paysage complet ici. Et ça, c'est, je pense, unique à cette table FPT, et je pense qu'il faut vraiment tirer avantage de ça le plus possible. Dan, il y a une chose qui n'est pas unique à la table FPT, c'est l'aspect politique des dynamiques et des tensions. Mais on voit aussi
qu'il y a de belles relations de travail entre les ministres de l'Agriculture. J'aimerais parler de cela davantage. Depuis les dernières années, il semble que la volonté politique a augmenté. On parle des cibles qu'on a mis en place, tout ça, mais on a eu un accord récent où on a beaucoup eu plus de financement. Ça incluait aussi un montant consacré à un nouveau programme des terres durables et l'accord comprenait pour la première fois des objectifs climatiques. Selon vous, quelles conditions sont nécessaires pour obtenir ce genre de résultats ambitieux? Bon, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Sur un plan, les gouvernements sont élus à différents moments et donc, naturellement, les priorités sont différentes. On peut s'attendre à ça. Au-delà de ça, il y a un aspect régional aussi. Chaque province, chaque entité a ses propres défis et occasions. Peut-être que c'est l'histoire du Canada, en fait, de bien des façons. On nous demande d'attacher tout ça parce qu'on est plus que la somme de nos partis, mais c'est difficile. Il faut reconnaître que ça sera toujours vrai et ce sera bien étonnant si un jour il n'y aurait plus aucune tension et plus de négociations. Il y a de bonnes relations de travail, vous l'avez bien dit, mais je pense qu'il y a aussi une orientation mission. Les gens qui sont là pour faire réussir l'industrie et pour s'assurer qu'on avance vers un endroit où les agriculteurs pourront avoir un bon rendement et je pense que c'est ça qui vient alimenter cette capacité à travailler ensemble. Il y a cet aspect fondamental. Maintenant, par rapport à l'ambition, c'est bien, on peut créer un futur qui ne ressemble pas au passé, mais parce que des priorités sont là, avec ambition, ça ne veut pas dire qu'on a l'expertise nécessaire et l'expérience. Je parle des médias, des décideurs. Donc, ce qui est dit dans les hautes sphères ne percole pas nécessairement. Et il y a toujours le jeu de la politique qui entre en jeu. Donc, on ne va pas tout voir, mais trouver quand même un accord sur certaines choses, c'est bien parce qu'il va falloir fusionner certaines priorités et on ne pourra pas être d'accord sur tout. La durabilité, c'est un énorme enjeu. On ne sera jamais d'accord sur tous les aspects de ça. Donc, comment fusionner les choses pour qu'un changement s'opère significatif et comment est-ce qu'on peut continuer d'avancer, d'expérimenter lorsque c'est approprié, d'apprendre et de continuer ce cheminement itératif. Il ne faut pas qu'un seul grand pas. Et quand on pense même au cadre lui-même, oui, on vient juste de le lancer. Et donc, le vrai travail, à partir de 2028, c'est là que ça va se jouer. On va apprendre des leçons et réalistiquement, on va commencer à travailler sur le prochain cadre quinquennal un peu avant 2028 avec les leçons qu'on aura apprises entre-temps. Donc, il ne faut pas être nébuleux par rapport à des principes, il faut être plutôt concret. Mais ça veut dire aussi qu'il faudra impliquer les hauts niveaux de gouvernement. Parce que c'est là que les ministères des Finances et tout ça vont être impliqués. C'est extrêmement important. Les ministres ont un mandat et un financement lié à leur mandat, mais il y a vraiment des interactions. C'est un aspect critique de non seulement cette ambition, mais surtout de la concrétisation de cette ambition. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut discuter davantage, mais oui, l'idée, c'est ça. Comment traduire des priorités haut niveau et des principes
et les faire percoler et les cristalliser dans la réalité. Merci, Dame. On va passer maintenant à notre dernier panéliste parce que oui, les FPT sont impliqués, mais il y a aussi le secteur, bien sûr. Donc, on accueille Keith Curry, devenu le président de la Fédération canadienne de l'agriculture. Il est agriculteur de huitième génération, beaucoup d'expérience sur des conseils d'administration. Son exploitation agricole se concentre sur les céréales, les oléagineux, le maïs sucré et la production de fleurs. Il a siégé à 3 comités consultatifs du gouvernement ontarien, incluant le comité d'examen des 4 plans, le comité consultatif de l'environnement et des terres humides. On a parlé avec Dan des relations entre les acteurs gouvernementaux, mais effectivement, il y a aussi les agriculteurs et leurs associations, la société civile, les transformateurs alimentaires. Il y a de plus en plus de gens qui sont impliqués dans les décisions gouvernementales. Donc, vous revenez à peine d'une réunion avec l'Organisation mondiale des agriculteurs. Pouvez-vous nous dire comment, selon vous, le Canada se compare à des pays en ce qui concerne la politique de durabilité actuelle? Y a-t-il des domaines où nous sommes chefs de file ou des domaines où on a plus de place à l'amélioration? Je pense que sur le fond, ça se passe bien. Chaque pays a ses propres enjeux, mais ils travaillent tous fort pour aller chercher et matérialiser des objectifs, surtout en ce qui concerne les enjeux climatiques. On parle de quel point le Canada est grand, sa vastitude. Et bien sûr, ça amène une différence. Il faut avoir la volonté politique, les enveloppes nécessaires pour matérialiser ces objectifs. Mais d'un point de vue mondial, dans les dernières années, c'est la sécurité alimentaire et les changements climatiques qui sont des enjeux qui tirent chacun de leur côté. Certains de nos enjeux, c'est de se dire, en fait, est-ce que l'un interfère avec l'autre? Est-ce qu'un aspect va remettre en cause justement l'autre? Est-ce qu'on peut à la fois nourrir le monde et gérer les changements climatiques? C'est ça dont on parle. On en a parlé justement en Afrique du Sud. La sécurité alimentaire, c'était extrêmement important. On ne peut pas interférer avec la capacité des pays à se nourrir. Donc, nous, au Canada, nous sommes des exportateurs alimentaires. Donc, comment est-ce que nos initiatives jouent un rôle en particulier? Comment pouvons-nous être progressifs et contribuer à la sécurité alimentaire mondiale? Alors, Keith, croyez-vous qu'on a les bons modèles, les bons systèmes en place pour bien comprendre les concessions réciproques entre l'aspect économique, social, la durabilité, les changements climatiques, tout ça? Eh bien, je pense qu'on s'y rend, oui, qu'on chemine vers ça. Lorsqu'on parle du côté production, on a une grande majorité d'organisations qui ont un programme d'assurance qualité, pour ainsi dire, qui nous montre comment les fabricants produisent et s'ils le font d'une façon durable. Quand on parle du secteur des semences ou l'industrie porcine, ils font tous de l'excellent travail pour faire rayonner ce que les producteurs font sur le terrain.
Du côté production, je pense qu'il y aura un grand rôle à jouer. On veut avoir une plateforme en ligne qui va vraiment être une vitrine pour ce que les producteurs mettent en place du point de vue durabilité. On ne veut pas seulement faire rayonner ce que les producteurs canadiens font, mais aussi on veut réduire la complexité et les coûts du côté production de matérialiser ces initiatives. Il y a aussi un indice de rendement agricole qui est en élaboration, donc une initiative de la ferme à la table. Je pense que ça va nous aider énormément. Lorsqu'on se penche du côté politique, le point de vue de Dan était intéressant là-dessus. Je pense que les processus FPT sont un bon point de départ. L'année passée, justement, il y a eu 250 millions que j'ai injectés pour les activités liées aux enjeux climatiques, mais il n'y a pas assez d'argent du côté de l'agriculture pour faire ça. Et je pense que c'est injuste de demander au ministre de l'Agriculture de fournir cet argent. Il s'agit d'infrastructures, d'environnement, ressources naturelles, transport. Plusieurs ministères entrent en ligne de compte. Je pense qu'on peut avoir un programme conceptuel comme celui, par exemple, sur la tarification carbone. C'est un grand programme pan-canadien qui donne une certaine souplesse pour que chaque province fonctionne à sa manière. Je pense que c'est la même chose du côté changement climatique. On veut avoir ce même type de programme global pan-canadien qui permet d'accélérer par rapport à ce qu'on doit faire, accélérer le pas. Donc, j'espère qu'on va commencer à marcher avant de courir du côté des réglementations. Mais je pense qu'on a quand même déjà une base. Mais tout ne doit pas être sur le fardeau des agriculteurs, sinon on n'arrivera à rien. Il y a 3 piliers à la durabilité. L'aspect environnemental, c'est celui qui est le plus évident. Mais les gens souvent négligent les agriculteurs dans la chaîne de valeur qui doivent être viables. Donc, il y a un aspect économique, mais aussi l'aspect de gouvernance sociale importe. Et surtout d'un point de vue sécurité alimentaire et pression politique d'un point de vue social. On ne peut pas gérer et élaborer des politiques d'une façon émotive. Il faut que ce soit basé sur des données. Je sais que Dan travaille beaucoup avec les données, mais ce qui rend parfois les choses difficiles, c'est que on ne sait pas ce qu'on accomplit si on ne sait pas d'où on part. Donc, on peut collecter davantage de données, mais il faut aussi savoir d'où on part. Et c'est ça qui va nous faire arriver à la fin de la course, on espère, d'une manière adéquate. Merci beaucoup. On va passer maintenant à des questions adressées à l'ensemble de nos panélistes. On invite les gens qui nous écoutent à poser des questions aussi par le biais de la fonction Q&R. On a parfois l'impression que les négociations entre gouvernements on dirait qu'il y a une tendance à avoir, plusieurs enjeux, on les met sur la table et ensuite on négocie vers le plus petit dénominateur commun, parce que c'est la façon la plus facile de gérer le processus. Donc, on commence avec vous, Grace. Qu'est-ce qui est nécessaire, au lieu d'utiliser le plus petit dénominateur commun, avoir des cibles plus ambitieuses? Grace en premier et ensuite Harvey. Oui, eh bien,
Vous avez bien raison par rapport au principe du plus petit dénominateur commun. Mais il y a aussi toujours une capacité pour que les gouvernements fassent des choses de manière indépendante. On n'est pas encarcané. Il y a des gens qui peuvent avoir des initiatives provinciales ou fédérales qui peuvent ensuite percoler ailleurs. On n'est pas pris dans un système où personne ne peut bouger si il n'y a pas une personne qui bouge et si on ne bouge pas tous ensemble. Bref, on a cette souplesse et il y a toujours la possibilité de faire avancer les choses en dehors des tables FPT. Et parce qu'on a un système assez petit au fédéral, on a 14 gouvernements au total entre les provinces et territoires et le fédéral. C'est possible que les gens apprennent les uns des autres et pour que les idées voyagent. Donc la possibilité est là. Toutefois, le cadre institutionnel, je pense, est plus souple, de ce que j'entends du moins, pour permettre un certain niveau d'expérimentation. Et voilà, je vais m'en tenir à ça. Alors, Harvey, que penses-tu du cadre qui permet l'innovation? Je reviens à un autre exemple. Mon expérience fut l'identification dans le secteur du bétail. Encore une fois, on a eu des circonstances qui l'ont exigé. Le Québec a été la première province qui a adopté ce système. L'Alberta n'était pas trop en retard, mais je pense que les provinces ont pu mettre cela en œuvre selon leur échéancier, mais ils avaient le même résultat comme intention, c'est-à-dire d'identifier où se trouvaient les provinces dans l'événement, d'avoir une espèce de réaction d'urgence. Et si on avait des urgences, des feux sauvages, des inondations, alors il fallait que tout le monde vienne avec eux plus rapidement et non pas plus lentement. Et encore une fois, étant donné les différences qui existent côté système de production, ça dépendra des provinces individuelles de faire de leur mieux pour être axé à voir, est-ce qu'on a la volonté des participants et de faire ces changements et les faciliter, et encore une fois, faire un rapport de retour là-dessus. Et je pense que tout le monde a une cible similaire en tête du point de vue d'où ils veulent arriver. Et si on devient prescriptif par rapport à comment y arriver, cela va terminer vraiment la possibilité d'améliorer les choses. Dan et après Keith. Dan, que penses-tu sur les résultats ambitieux? Je suis certainement d'accord avec ce que Harvey et Grace ont offert. Il existe des choses qui sont encore possibles, mais pas tout le monde doit être en conformité. Et c'est très important de le signaler. On met des choses dedans, alors qu'est-ce qui sort? Comment faire croître les choses et est-ce que tout le monde est préparé à la table FPT de faire des investissements similaires? C'est compliqué. Oui, on a l'occasion de faire des choses au sein du cadre et est-ce que les gouvernements même peuvent décider leurs propres priorités et les ajouter au lieu de les soustraire? Cela me fait aussi penser au fait que j'ai pensé comme un an à travailler avec le ministre du Commerce et comme résultat de cela, j'ai participé à des conversations avec des personnes comme Steve l'a mentionné auparavant. Et le Canada est bon en fait à faire des négociations commerciales. On est connu comme bons négociateurs commerciaux et on a beaucoup d'enjeux avec nos interlocuteurs et cela crée beaucoup de possibilités. On peut parler de domaines prioritaires, de domaines sensibles avec de différents partenaires qui ont de différents objectifs. On peut accorder de différents espaces d'action. On peut avoir de différents cadres par rapport aux objectifs, mais on peut arriver à un accord. Et la fonction d'avoir dans ce
efficacité, une occasion de faire des accords et quelque chose à quoi on peut penser. Peut-être on pourrait ne pas être d'accord par rapport au tout, mais en 5 ans, on pourrait parler de ce qui serait, par exemple, avantageux dans un environnement de partage de coûts, etc. Donc, je pense qu'il faut y penser comme étant un processus flexible où l'on peut apprendre les uns les autres et ne pas penser qu'on peut arriver à la fin des choses très rapidement. C'est un débat aller-retour et voir comment parler des choses pour trouver des choses concrètes que l'on peut faire de façon FPT et des choses que l'on pourrait ajouter qui sont au-delà de ces choses-là. Alors, Keith, quand tu penses à arriver à ces résultats, et si on pense à ce que dit Dan, qu'il faut regarder quels sont les domaines où c'est facile d'être d'accord, est-ce qu'on a des pièces du casse-tête de durabilité où l'on a peut-être moins de contentieux pour arriver à un accord? Je pense que si l'on regarde des initiatives comme la table ronde durable sur le bœuf et les récoltes, c'est un bon rassemblement de ces industries et cela devient un guichet unique pour les gouvernements en allant de l'avant. Je suis d'accord avec Dan qu'un accord de 5 ans peut donner beaucoup de possibilités, mais la réalité est que cette vision doit être un accord de 5 ans dans une vision de 20 ans pour voir vraiment ce que l'on doit accomplir. 5 ans, c'est beaucoup, mais pas vraiment très longtemps. Et l'un des problèmes qu'on a, c'est les gains politiques, la volonté ou le manque de volonté, non seulement avec le gouvernement, mais les parties prenantes. On doit avoir une volonté politique sur le terrain de la part des parties prenantes. Et dans l'agriculture, nous avons montré qu'on veut faire ce que nous pouvons faire, mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut comprendre qu'on a une practicalité du côté de ce que l'on fait avec ceux qui établissent les règles, les règlements. Ils doivent comprendre qu'on peut établir des objectifs, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a de différentes variables. La politique, ce que la mère nature va faire avec nous sur le terrain. Donc, il faut comprendre les choses de façon holistique. Cela semble facile. Dan, toi et Harvey le savent, ce n'est pas facile du tout. Donc, si cependant on prend une approche holistique, les plans quinquennaux deviennent beaucoup plus faciles à atteindre. Et c'est beaucoup plus facile pour moi, étant le leader d'un organisme qui représente 190 000 agriculteurs, c'est plus facile pour moi de faire que les membres adoptent tout cela et atteignent ce que l'on doit atteindre. Alors, Keith, l'une des choses intéressantes qui se passe aujourd'hui, et je veux tes commentaires là-dessus, et Grace aussi, et Dan aussi, on a un accord quinquennal FPT. Mais le gouvernement fédéral essaie d'établir aujourd'hui une vision de 20 ans en soi-même avec une agriculture où ils consultent avec les provinces et les territoires, mais ça sera une stratégie fédérale seulement. Mais une partie de ce qu'ils essaient de faire, c'est une vision de 20 ans qui puisse ajouter de la continuité et une perspective à long terme. Pourrais-tu parler de comment tu vois la différence entre ce que le gouvernement fédéral a sa propre initiative et les accords FPT? Penses-tu que tout cela a une incidence? Je pense que cela aura une incidence. D'abord parce que nous sommes très contents d'avoir une stratégie à laquelle on travaille et que l'on développe. C'est une stratégie qui est en train d'être développée par le pays, par les joueurs d'à travers ce pays. Ce que cela va permettre au gouvernement fédéral de faire est d'aller au PT et de dire on a consulté tout le monde dans le pays et voici ce qu'on a entendu de la part des parties prenantes. Cela va leur permettre d'avoir un levier, d'aller aux provinces et de dire, bon, vos gens ont dit ceci. Alors, comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour aller de l'avant pour cette vision à long terme, qu'il s'agisse de 20 ou 25 ans? Cela va donner tout simplement au gouvernement fédéral la crédibilité quand ils disent nous savons ce que nous devons faire, on vous a entendu, allons de l'avant et faisons-le. Donc j'attends avec impatience de voir les résultats de la stratégie
Je crois que le gouvernement fédéral est vraiment en train de voir comment obtenir toute l'information et avoir une stratégie inclusive en allant de l'avant. Ça ne va pas satisfaire tout le monde, il nous faut le comprendre. Pas tout le monde va être content, mais la plupart vont l'adopter parce qu'ils sont en train de donner leurs apports en première instance. Donc, je pense que c'est quelque chose de bon. Et Grace, la différence entre la vision de 20 ans et le cadre de politique de 5 ans, donc la question s'agit de l'interaction du processus de la stratégie agricole et les 5 ans. Je ne suis pas en désaccord avec Keith, mais je pense que la grande question ici est la quantité de consensus qu'on aurait autour de la stratégie agricole durable. Si les gens ne sont pas d'accord par rapport aux principes et par rapport à ce que cherche le gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral pourrait avoir un levier, mais ça ne serait pas quelque chose d'aussi significatif que ce que Keith propose, qu'on aurait vraiment un consensus qui sortirait de ce processus pour trouver la façon d'aller de l'avant. Je ne suis évidemment pas une partie du processus, mais je pense que cela va dépendre de ce que le processus peut atteindre comme empreinte significative. Est-ce que cela sera un levier pour Ottawa vis-à-vis les provinces? Keith? Oui, je voulais faire un suivi sur ce que Grace vient de dire et je suppose que ce que je n'ai pas dit quand j'ai répondu à ta question, Tyler, est que je vois cette stratégie qui pourrait identifier les besoins régionaux aussi. Je ne l'ai pas dit, mais je pense que les besoins régionaux vont être exposés à travers la stratégie et cela alors va permettre au gouvernement de revenir aux régions respectives et de dire, bon, voilà ce qu'on a entendu, allons de l'avant. Donc, si c'est au niveau national, on est trop vaste et trop différent, mais côté régional, les différences vont être indiquées. Dan, c'est ton tour, mais plusieurs personnes ont mentionné des points sur le rôle des ministères non agricoles. On a Agriculture Canada qui le fait, mais on a beaucoup d'autres ministères qui ont aussi des intérêts qui ont surgi lors de la discussion. Alors, Dan et après Harvey. Je pense que j'ai 2 commentaires pour réagir à Grace et Keith. Ils ont expliqué ce que sont les possibilités. C'est ce que nous analysons. On a fait du travail, le gouvernement fédéral, les partis s'impliquaient avec les parties prenantes, les provinces, etc. Et c'est une possibilité d'énoncer ce qu'on a entendu, mais aussi pour éclaircir et cristalliser les priorités. Et cela devrait être considéré comme une possibilité où l'on peut agir. Ce n'est pas la fin du processus, c'est le début de beaucoup d'autres choses. Et c'est comme ça que je le regarderai. Et c'est très similaire à ce que Keith a mentionné. Il est certain que le gouvernement fédéral est extrêmement conscient du fait qu'il existe beaucoup de régions et provinces avec de différents objectifs et priorités. Et c'est 2 vitesses en même temps, agir à travers les réalités, en même temps essayer de dire qu'est-ce que cela veut dire quand les choses se déploient. Quel est le sens des choses quand on agit au niveau international, quand on communique la valeur mondiale de nos produits. C'est 2 choses qu'il faut mettre ensemble, mais c'est très important. En ce qui concerne ta question, Tyler, comment impliquer les autres ministères importants? Au niveau fédéral, j'y pensais. Il n'y en a que quelques ministères qui ont quelque chose d'important à dire sur le secteur. Et cela peut être très difficile. On peut avoir des idées excellentes. Les ministères agricoles, d'agriculture, les ministres d'agriculture. On en a parlé il y a quelques jours quand on se préparait pour le webinaire d'aujourd'hui. La solution n'est pas d'avoir 100 personnes à la table à parler de l'agriculture. Je pense que qu'il faut penser à l'engagement FPT et comment cela peut fonctionner pour trouver des solutions avec 13-14 fonctionnaires. Ces gens travaillent hors ligne avec leurs collègues à travers le gouvernement et on doit avoir de l'imputabilité interne au sein des gouvernements FPT pour faire ce travail qui n'est pas facile. C'est l'une des choses les plus difficiles que font les gouvernements
surtout à travers le gouvernement fédéral. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de facile. C'est une réalité et Agriculture Canada n'est pas le décisionnaire et ne peut pas être le seul responsable de résoudre les choses. Ils ont un rôle à jouer, mais cela nécessite aussi les parties prenantes pour faire des engagements et rappeler aux autres ministères que l'agriculture leur est pertinente et que c'est une partie importante de l'économie, etc. Donc, je pense que c'est une approche à volets multiples, mais je ne pense pas que la solution soit facile. En même temps, c'est un appel à ce que l'on ait une innovation institutionnelle. Par exemple, ECCC ou autres, qui auraient un rôle très important dans le système. Je ne sais pas si j'ai une réponse claire. J'ai mentionné beaucoup de choses, mais c'est ça la réalité. C'est vraiment quelque chose de très complexe et multidimensionnel. Donc, vous avez parlé de la gestion GRE et probablement que les autres ministères provinciaux, fédéraux, avaient un intérêt à géométrie variable et que c'était surtout l'affaire du ministère des Finances. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au fait d'attirer les autres ministères qui ont un rôle à jouer en matière de durabilité agricole? Eh bien, à mon sens, je crois que c'est possible. On se concentre suffisamment sur les enjeux climatiques et l'environnement pour cela. Et au Conseil des ministres, c'est bien présent, donc il n'y a pas de surprise lorsqu'on veut avoir une approbation du gouvernement pour un programme ou quoi que ce soit, ou pour aller chercher du financement pour certaines initiatives. Le défi, c'est que le recrutement est compliqué depuis la COVID et on a moins de gens qui sont là pour faire avancer les choses. Le gouvernement est soumis aux impératifs politiques et d'argent, et de ses priorités qui fluctuent. Donc, il faut une discipline. C'est là la grande difficulté, je pense, pour n'importe quel département ou ministère de l'Agriculture. Parce qu'on saute d'une chose à une autre, on change de priorité, on va de gauche à droite. Les enjeux climatiques sont centraux par rapport à tous les mandats des ministères et il y a des attentes de collaborer. Le principe de « il ne faudrait pas être surpris ». On veut avoir un bon débat à la table du Conseil des ministres. Donc, je pense qu'il y a des processus en place, mais la question, c'est comment maintenir le momentum qui est généré pour que ça ne devienne pas seulement quelque chose de transitoire et ensuite on passe à d'autres choses parce qu'il y a une autre priorité qui a émergé. Il y a quelques questions sur la thématique de l'approche au Canada par rapport à ces enjeux. Tout l'aspect du bâton versus la carotte, pardon. Et on parle, par exemple, des exemptions par rapport à la tarification carbone et les différences régionales au sein du pays. Ça peut perturber certaines choses sur le marché et peut-être avantager des producteurs de certaines provinces par rapport à d'autres. Donc, j'aimerais savoir
par rapport à cette approche, comment avoir un système qui n'alimente pas des perturbations internes? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre d'une manière où on maintient aussi une concurrence saine? Grace? Eh bien, revenons en premier à la distinction qu'on a faite plus tôt. La fausse impression, disons, selon laquelle on peut voir ce qu'un ministre dit et cette posture politique. Et ensuite, quand on voit plutôt les hauts fonctionnaires, la vision des choses peut être différente là. Il y a des exemples de cela. Il y a des provinces où si on écoutait la rhétorique du premier ministre provincial, on se dirait que telle ou telle chose va pas très bien. Et aussi bien abandonner la question des changements climatiques. Je pense que c'est assez corsé s'il y a un ministre qui est là pour dicter le cadre stratégique d'une province en matière agricole. Ça, c'est une chose et je ne pense pas qu'on devrait minimiser à quel point le dossier est énorme et complexe. Mais surtout après les élections en Alberta, Danielle Smith notamment en a parlé. On vient après Ottawa. Et il n'y avait eu aucune mention dans ce débat des changements climatiques. Mais il y a des gens qui disent il y a beaucoup de choses qui se passent avec la collaboration, tout ça. Donc, je pense vraiment que c'est complexe. Cela étant dit, il faut quand même reconnaître que les provinces de l'Ouest étaient en chef de file par rapport aux échanges commerciaux au sein du pays qui sont devenus facilités. Donc, des ententes commerciales pour retirer les barrières non tarifaires autant que possible. Donc, parfois, il y a un décalage entre ce qui se dit dans les hautes sphères et un peu plus près du terrain. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je crois que les Canadiens veulent que les gouvernements collaborent, n'est-ce pas, et non être en conflit. On veut régler des problèmes. Du moins, c'est mon avis. Et les jeunes en particulier s'attendent à ce que les gouvernements travaillent pour les fédérations et pour les citoyens. Donc, on veut travailler d'une façon collaborative. Je vais m'en tenir à ça. Oui, et l'une des choses qui semble se passer, il y a comme une évolution par rapport à toute la dichotomie bâton et carotte. On a vu justement un adoucissement du gouvernement par rapport aux engrais et tout ça. Est-ce que vous voyez un assouplissement du libellé et est-ce que les enjeux FPT, justement, sont en compte? J'aime votre optimisme, Tyler. Je pense que Grace a raison. Les gens veulent que les gouvernements collaborent. C'est une façon très positive de voir le fait de trouver des solutions à nos problèmes partagés. Maintenant, je ne sais pas si l'avenir sera tout beau parce qu'on utilisera la carotte plus que le bâton maintenant, mais bon, l'utilisation d'engrais, c'est quelque chose qui pourrait mener à des tensions. C'est loin d'être réglé. Mais l'un des grands défis, c'était la clarté de la communication.
Il y a toutes sortes de courants politiques qui convergent en même temps et ça devient complexe. Donc, je pense que globalement, c'est bien d'être optimiste, mais je ne pense pas qu'on a résolu les grands défis. Il y a toutefois beaucoup de travail qui se fait. Et je pense qu'on va pouvoir avancer de 2 pas ici, d'un pas ici et graduellement répondre au monde et à ses défis. Les marchés mondiaux s'adaptent aux défis d'aujourd'hui. Je pense que dans les prochains 20 ans, ce sera ça qu'on verra davantage. Quelles sont nos divergences principales? C'est compliqué à gérer, mais ça va causer une genre de fluctuation. Et parfois, les pires conflits arrivent juste avant qu'une entente soit mise en place. Donc, comme Harvey a dit, il faut maintenir cette énergie pour pouvoir courir le marathon. Je vais passer à une dernière question adressée au panel. Je vais commencer avec un peu de contexte de la part des participants. Quelqu'un disait, bon, on a la CIA qui a une stratégie sans que les provinces soient vraiment d'accord ou aient pu se prononcer sur ces principes. Et on se demande comment est-ce que ça peut fonctionner. On compare, par exemple, avec des annonces par rapport à les dîners à l'école, qui est un programme fédéral, mais pour une question de l'éducation liée qui est sous juridiction provinciale. Donc, j'aimerais vous demander à chacun de vous si vous pourriez donner un conseil aux décideurs sur ce qu'il faut pour aller chercher de vrais résultats significatifs, ambitieux en matière de durabilité agricole. Quel serait ce conseil? Je vais commencer ici par Grace. Eh bien, n'agissez pas de façon unilatérale. La collaboration prend plus de temps. Il faut bâtir des relations de confiance. Il faut inclure tous les acteurs de la chaîne de valeur et il faut que ce soit collaboratif, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, n'agissez pas unilatéralement. Harvey et ensuite Dan. Donc, Harvey, un conseil pour les décideurs? Je dirais la même chose que Grace, en gros. Interagissez et impliquez les acteurs de l'industrie dans le dialogue. C'est eux qui doivent opérer les changements demandés par la réglementation. Donc, si ils sont réticents, il y aura des problèmes. Super. Dan, un conseil. Oui, par rapport à la prémisse, premièrement, parce que le gouvernement fédéral demande aux gens ce qu'ils pensent, mais parfois, il faut aussi mettre quelque chose sur la table avant pour susciter des commentaires et des réactions. C'est une question de l'œuf et de la poule. Je ne dis pas que voilà, il faut rien faire, mais parfois ça prend quelque chose, une base. Donc, je pense qu'il faut faire preuve de patience les uns avec les autres, faire preuve d'ouverture et trouver des solutions. Je pense que voilà, ça ajoute un peu à ce que Grace et Harvey ont dit. Très bien. Keith? Je pense que les agriculteurs ont souvent, justement, des choses à suggérer aux décideurs. Qu'en est-il de vous? Oui, j'aime beaucoup ce que Dan a mentionné, hein, tout ce genre de cycle de études, puis plus rien, études, plus rien. Pour ma part, que ce soit conseil au gouvernement ou à l'industrie, c'est travailler avec. Il faut qu'on puisse travailler les uns avec les autres. Je pense que la stratégie de durabilité agricole, c'est déjà un très bon premier pas.
On veut cerner les besoins sur le terrain. Ce n'est pas seulement applicable en agriculture. Il s'agit d'une stratégie qui peut être utilisée dans tous les aspects gouvernementaux. Comme je l'ai dit plus tôt, il faudra plus que les ministères de l'agriculture pour vraiment faire avancer les choses. Alors, travaillons ensemble et il faut être patient. Il faut commencer par marcher avant de courir. Super. Merci, Keith. Je remercie l'ensemble de nos panélistes d'être avec nous, Keith, Dan, Harvey, et un merci spécial à Grace pour vos recherches. C'est une lecture vraiment intéressante pour ceux qui s'intéressent justement au rôle des tables FPT dans le domaine agricole. Alors, je vous remercie. Je dis merci aussi spécialement à nos partenaires de la Fondation RBC. Merci à Gwen d'avoir été des nôtres pour l'ouverture du webinaire. Le webinaire sera sur YouTube bientôt. Assurez-vous de le partager, de disséminer le contenu et on vous retrouvera lors d'un prochain webinaire. Merci tout le monde. Au revoir.